Bonjour. À l'occasion de la 21e journée du sommeil, j'ai le plaisir de partager avec vous cette émission sur l'impact du confinement et du couvre-feu sur notre horloge biologique. Je me présente, Dr El Halak Abdellatif. Je suis cardiologue au sein du groupe Vivalto Santé Île-de-France, dans un centre de cardiologie, de réadaptation cardiaque à l'effort, de cardiologie interventionnelle, de rythmologie et aussi de prise en charge des troubles du sommeil. Je rappelle que l'ensemble des informations sont téléchargeables sur les sites qui vont s'afficher par la suite sur l'écran. Au programme de cette émission, le confinement, le couvre-feu, le télétravail et l'horloge biologique, le trouble du sommeil et les dérèglements hormonaux et le surpoids, l'insomnie psychophysiologique et la thérapie cognitive et comportementale, enfin, le syndrome d'apnée du sommeil et la pression positive continue. Pour démarrer notre émission, je vais vous parler un petit peu de l'impact de la crise sanitaire sur notre sommeil avec la pandémie de la Covid-19. Depuis le début de l'épidémie de la Covid-19, on note une aggravation des troubles du sommeil en France et partout dans le monde. Le premier confinement a été marqué par un coucher souvent plus tardif en l'absence d'obligation de se réveiller le matin, stress aigu lié à la survenue brutale de l'épidémie, la peur d'être malade, une surconsommation d'écrans et d'informations souvent anxiogènes, premièrement, et deuxièmement, de multiples impacts sur le sommeil, décalage, fatigue, perte des rythmes veille-sommeil, difficulté à s'endormir, sommeil de moins bonne qualité, moindre motivation pour se lever et s'habiller, somnolence dans la journée. Ce changement de rythme de vue perturbe le fonctionnement de notre horloge biologique et donc de notre sommeil. Le deuxième confinement a été marqué par la réapparition des troubles du sommeil avec un aspect anxio-dépressif plus important, humeur triste, fatigue plus marquée dans le temps, des angoisses et même des idées noires. Aussi, il ne faut pas oublier que la Covid-19 elle-même a un effet néfaste sur le sommeil. En effet, certains malades s'en remettent difficilement avec une fatigue qui persiste et une angoisse qui impactent leur nuit. Voici quelques recommandations à suivre pour avoir une bonne hygiène de sommeil durant cette période de pandémie. Première chose, ne pas décaler les horaires de coucher et de lever, ne pas aller au lit plus tard qu'à son habitude et ne pas traîner le matin si la nuit a été mauvaise. Garder un temps limité au lit pour renforcer l'association lit-sommeil. Donc, si je ne dors pas, je sors du lit. La restriction du temps passé au lit. Le matin, s'exposer à l'ensoleillement ou à une forte lumière, luminothérapie, éventuellement des écrans, ce qui va garantir le bon fonctionnement de notre horloge biologique. L'activité physique à la maison complétera la lumière pour maintenir stable son rythme veille-sommeil, à arrêter de préférence 3 à 4 heures avant l'heure du coucher. La sieste de courte durée peut être une alliée si elle n'est pas trop longue. 15 minutes, maximum 20 minutes, c'est idéal. Vous restez en sommeil léger et quand vous en sortez, vous êtes en forme. Modérer la consommation d'excitants, café, coca, boissons énergisantes et ne plus en absorber après 14 heures. Pour résister à la somnolence, alterner des activités physiques ou manuelles et ne pas rester scotché à son ordinateur toute la journée pendant cette période de télétravail. Le soir, ne pas sauter le dîner, mais en même temps éviter les plats trop gras et privilégier les féculents avec les sucres lents qui évitent les fringales nocturnes. Se déconnecter 1 heure à 2 heures avant de vous coucher, éteindre smartphone, tablette, ordinateur et laisser les écrans éteints jusqu'au lendemain matin.
S'aménager une chambre propice au sommeil, obscurité, silence et température entre 18 et 20 degrés. Le sommeil est donc notre allié pour mieux faire face pendant cette pandémie, avec, premièrement, des défenses immunitaires renforcées. En effet, le sommeil est un moment privilégié pour renforcer nos défenses immunitaires. En cas de déficit de sommeil, il y a un risque augmenté d'infection, d'où l'importance de bien respecter ses besoins de sommeil. Deuxièmement, un équilibre psychologique plus résistant. En effet, le sommeil est un excellent allié de notre santé mentale. Bien dormir participe à notre équilibre psychologique en nous aidant à combattre notre anxiété, notre stress et notre déprime. Deuxième sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le sommeil et la nutrition. Avec les troubles du sommeil, les dérèglements hormonaux et le risque de surpoids en rapport avec les dérèglements hormonaux de la leptine et de la gréline. Il faut savoir que dormir est indispensable à l'équilibre des sécrétions hormonales et métaboliques, au contrôle de glycémie, de l'appétit et plus généralement le poids. Plusieurs études épidémiologiques associent la privation de sommeil et l'obésité chez l'adulte et même chez l'enfant. Le sommeil est la plus longue période sans prise alimentaire. Et pour résister à ce jeûne nocturne, les cellules adipeuses produisent la nuit une hormone appelée la leptine, qui fait disparaître la sensation de faim et augmente la dépense énergétique. À l'inverse, le jour, le stomac sécrète une autre hormone, la gréline, qui stimule l'appétit. La réduction du temps de sommeil a ainsi pour conséquence une diminution de la durée de sécrétion de l'hormone induisant la satiété, la leptine, et une augmentation de celle favorisant la faim, la gréline. L'appétit va donc naturellement augmenter, conduisant à manger davantage avec une prédilection pour les aliments riches en sucre et en graisse. Plusieurs études récentes ont mis en évidence le lien entre un temps de sommeil trop court, ça veut dire moins de 6 heures par 24 heures, et une augmentation de l'indice de masse corporelle, aussi bien chez l'adulte comme chez l'enfant. Une durée de sommeil inférieure à 6 heures expose davantage au risque de diabète, certainement en raison de perturbations endocriniennes liées à la privation du sommeil. D'autres études ont montré que les aliments sucrés favorisent l'endormissement. L'augmentation du taux de glucose dans le sang pourrait être à l'origine de cet effet bénéfique, mais les glucides agissent surtout en facilitant la production de la sérotonine, indispensable à la synthèse et la sécrétion de la mélatonine, l'hormone qui facilite le sommeil et l'endormissement. Il semble qu'un régime trop gras modifie la sensibilité de l'organisme à une hormone qu'on appelle l'orexine ou l'hypocrétine, qui stimule l'éveil et participe à l'envie de manger. En journée, une consommation trop importante d'aliments gras favorise la somnolence. Consommer le soir des aliments gras difficiles à digérer entraîne une fragmentation du sommeil et donc un sommeil non réparateur. Environ 60% des personnes obèses souffrent par ailleurs du syndrome d'apnée obstructive du sommeil et 50% des personnes atteintes d'un syndrome d'apnée du sommeil sont en surpoids. Le risque donc de syndrome d'apnée du sommeil augmente avec le poids, notamment parce que l'excès de graisse au niveau du cou, de la langue et du pharynx entraîne un rétrécissement des voies respiratoires qui vont s'obstruer pendant le sommeil, ce qui va produire les troubles respiratoires du sommeil et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. En ce qui concerne les stimulants comme la caféine et son effet sur la vigilance, la caféine, dont les propriétés éveillantes sont connues, est présente dans le café, le thé, le chocolat noir et la plupart des boissons.
énergisante ou à base de cola. 6 heures après en avoir consommé, la moitié de la caféine ingérée est encore présente dans le corps. Les individus sont plus ou moins sensibles à l'effet de la caféine, mais en moyenne, des doses supérieures à 100 mg de caféine peuvent retarder l'endormissement et améliorer l'état de vigilance. Cependant, même s'il existe des différences individuelles, la prise excessive ou trop tardive de caféine dans la journée entraîne une instabilité du sommeil, le sommeil profond étant moins abondant au profit du sommeil léger et une réduction de la durée du sommeil. Il est donc essentiel de respecter 3 repas par jour basés sur les principes nutritionnels, glucidiques, lipidiques et protidiques. Ainsi, il est recommandé de consommer des familles d'aliments qui stimulent l'éveil, tels que les protéines avant le travail, viande, poisson, et de préférer les aliments riches en glucides, pâtes, riz, sucre lent, qui facilitent l'endormissement et le maintien du sommeil le soir. Voici quelques recommandations alimentaires pour un sommeil de meilleure qualité. Limiter la prise d'excitants, donc caféine et nicotine, pouvant occasionner les difficultés d'endormissement à un sommeil moins profond. Éviter les sucres rapides en journée et réserver-les pour le soir, car ils induisent de la somnolence, et favoriser principalement les sucres lents pour la nuit. Miser sur les féculents au dîner pour éviter les fringales nocturnes. Incorporer des aliments riches en tryptophane dans votre menu. Cet acide aminé aide à synthétiser la sérotonine et la mélatonine. Dîner au minimum 2 heures avant d'aller vous remettre au lit, car la digestion provoque une élévation de la température du corps, nuisible au sommeil. Ne prenez pas de repas trop copieux, lourds ou difficiles à digérer le soir. Faites attention à votre consommation d'alcool en soirée. Il rend le sommeil instable, léger, non réparateur et fragmenté. Conservez enfin une alimentation équilibrée et variée, tout en s'hydratant la journée. On va aborder maintenant le sujet de l'insomnie, qui représente le premier trouble du sommeil, qui touche après l'âge de 50 ans une personne sur 5 et après l'âge de 70 ans une personne sur 2. Pour définir l'insomnie, il s'agit d'une plainte qui concerne des difficultés d'endormissement le soir, des réveils nocturnes pendant la nuit, avec des difficultés pour se rendormir, un réveil trop précoce le matin et ou une sensation de sommeil non récupérateur, non réparateur, survenant au moins 3 fois par semaine depuis au moins 1 mois. Elle s'accompagne toujours de conséquences dans la journée, sous forme de fatigue, des difficultés de concentration, d'attention, d'irritabilité, troubles de mémoire et la perte de qualité de vie. Surtout en cette période pandémique, on rappelle que l'insomnie dite psychophysiologique est quant à elle une véritable maladie. Elle apparaît généralement après une période d'insomnie dont la cause est connue. Période de stress, dépression, maladie grave. Alors que la cause a disparu, l'insomnie persiste par un mécanisme de conditionnement qui s'auto-entretient principalement par la peur de ne pas dormir. Elle évolue ensuite pour son propre compte. La prise en charge de cette insomnie psychophysiologique est basée sur la restriction du temps passé au lit avec une thérapie cognitive et comportementale. Il s'agit d'un programme structuré en plusieurs séances, animé par un psychologue spécialisé, en s'appuyant sur l'explication des mécanismes qui sous-tendent le rythme veille-sommeil et sur les paramètres impliqués dans l'insomnie. Cet atelier a pour but de restructurer votre sommeil grâce aux méthodes comportementales et cognitives, de rendre ce sommeil plus efficace et de vous aider à rétablir la confiance dans vos capacités à dormir. Ces séances sont gratuites quand elles sont prises en charge par le réseau Morphée,
dans le cadre de son financement par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Les ateliers sont organisés en différents lieux et à différents horaires que le réseau Morphée pourra vous communiquer. Pour participer aux ateliers d'insomnie et la thérapie cognitive et comportementale auprès du réseau Morphée, vous devez compléter le questionnaire du réseau Morphée disponible en ligne ou le dossier de demande de prise en charge en s'adressant à votre médecin traitant et puis à un médecin spécialisé dans la prise en charge des troubles du sommeil. L'insomnie psychophysiologique donc, se soigne aujourd'hui avec cette thérapie cognitive et comportementale. La France reste malheureusement le deuxième pays dans le monde à prescrire les somnifères, les anxiolytiques, les antidépresseurs, avec lesquels il y a des phénomènes d'accoutumance, des effets indésirables et surtout l'absence de sommeil réparateur. Ensuite, on va aborder le syndrome d'apnée du sommeil. Ce trouble du sommeil est dû à des arrêts répétés de la respiration au cours du sommeil. Ces apnées sont causées par une obstruction de la gorge dans une région appelée le pharynx. Donc, c'est pas une maladie respiratoire, ça touche pas les poumons, ça touche pas les alvéoles ou les bronches. Les mécanismes de ces troubles respiratoires du sommeil au niveau du pharynx, on rappelle que les parois du pharynx sont constituées de tissus mous et au cours de la veille, le pharynx reste ouvert du fait de la tension des muscles qui écartent ces parois. Par contre, au cours du sommeil, ces muscles se relâchent. Le pharynx se comporte alors comme un tuyau mou à travers duquel on cherche à aspirer de l'air. Cette aspiration entraîne un affaissement des parois du pharynx. L'air passe donc difficilement, entraînant des turbulences qui font vibrer les structures de la gorge, créant un bruit qu'on appelle le ronflement. Lorsque les parois du pharynx s'affaissent totalement, l'air ne peut plus passer du tout. C'est une apnée obstructive. Le système respiratoire essaye de vaincre l'obstacle en aspirant plus fort, ce qui ne fait qu'aggraver les choses. La respiration ne peut recommencer qu'à la faveur d'un éveil qui permet aux muscles du pharynx de se contracter et à la gorge de s'ouvrir de nouveau. Les symptômes de cette maladie se manifestent le plus souvent par un ou plusieurs parmi les symptômes suivants. Un ronflement, souvent bruyant, qui se répète toutes les nuits. Une impression de ne pas être bien reposé. Le matin, dès le réveil, et une tendance à s'endormir dès que l'environnement n'est plus stimulant. Donc des endormissements se produisent de façon presque systématique devant la télévision, pendant la lecture, et d'une manière plus grave au volant de la voiture. Un excès de poids, la relation entre excédent de poids, ronflement et arrêt respiratoire au cours du sommeil est très forte. Une hypertension artérielle qu'on va avoir du mal à équilibrer malgré un traitement bien conduit. Des troubles de la mémoire, de la concentration et de l'attention. De troubles du caractère à type d'irritabilité. Une baisse de la libido. Le besoin d'aller uriner trop fréquemment au cours du sommeil, une ou plusieurs fois par nuit. Le phénomène de nicturie. À long terme, cette maladie a des répercussions, en particulier sur le système cardiovasculaire, dues à la fois aux éveils répétés et au manque d'oxygène pendant le sommeil, entraînant une hypertension artérielle. Le risque d'infarctus du myocarde et d'accident cérébral est plus élevé chez les personnes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Non traitée, la maladie diminue l'espérance de vie. Sur cette diapo, vous voyez donc le mécanisme des apnées obstructives avec le relâchement de la langue. Il y a un ensemble de 17 muscles et pendant le relâchement de la langue dans les voies aériennes, ça va créer un obstacle au passage de l'air, ce qu'on appelle donc l'apnée obstructive du sommeil. Les symptômes que vous voyez donc sur l'écran qui vont attirer l'attention peuvent être nocturnes ou bien pendant la journée.
Ça peut attirer l'attention aussi du conjoint et il ne faut pas hésiter à ce moment-là à consulter le médecin traitant avant de s'adresser à un spécialiste des troubles du sommeil pour la réalisation de l'enregistrement. Le traitement du syndrome d'apnée du sommeil n'est pas pharmacologique. Il comporte différentes approches, variables d'un cas à l'autre. Dans tous les cas, il faut supprimer, sous contrôle médical, les causes d'aggravation du ronflement et des apnées. Par exemple, l'alcool le soir, certains médicaments comme les tranquillisants, les somnifères, des myorelaxants. Deuxième étape, il s'agit de l'application d'une pression positive continue, d'où le nom PPC, au moyen d'un masque nasal au cours du sommeil. Ce traitement est contraignant, certes, mais en général bien accepté et très efficace. La perte de poids ainsi que les mesures hygiéno-diététiques sont indispensables. En cas d'intolérance à la PPC, la pression positive continue, un appareil dentaire amovible qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui ne se porte qu'au cours du sommeil, permet lui aussi souvent d'éliminer le ronflement ainsi que les apnées lorsqu'elles sont peu nombreuses. L'enregistrement du sommeil, la polysomnographie, c'est un examen qui permet de détecter et de quantifier les anomalies respiratoires et ou neurologiques survenant pendant le sommeil. Les anomalies respiratoires sont soit des apnées, des pauses respiratoires complètes, soit des hypopnées, une obstruction partielle des voies aériennes. Les apnées et les hypopnées entraînent des perturbations de l'oxygénation du sang et des interruptions répétées du sommeil. Par ailleurs, les anomalies neurologiques sont des mouvements automatiques et rythmiques des membres inférieurs. Ils vont, elles aussi, entraîner des interruptions répétées du sommeil, ce qu'on appelle les micro-éveils. En pratique, l'enregistrement de sommeil, la polysomnographie, peut se réaliser pendant une nuit d'hospitalisation ou en ambulatoire, avec une meilleure qualité de l'examen lorsqu'elle est réalisée en hospitalisation, pour les raisons techniques. Sur cette diapo, vous voyez la pression positive continue, la PPC, qui constitue le traitement de référence pour le syndrome d'apnée du sommeil. On rappelle qu'il n'y a pas d'oxygène, qu'il s'agit d'une turbine bien isolée qui va pousser l'air de la pièce à travers un circuit, le tuyau qui fait 1,55 m, et un masque appliqué sur le nez qui va permettre à cette turbine de pousser l'air derrière la langue pour empêcher son affaissement au niveau des voies aériennes supérieures. En 3 cas de figure, le refus de la PPC, en cas d'intolérance à la PPC ou en cas de syndrome d'apnée du sommeil modéré, on peut prescrire aux patients ce dispositif dentaire, ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est prise en charge par la sécurité sociale, tout comme la PPC, quand il est prescrit comme traitement pour le syndrome d'apnée du sommeil. Enfin, voici quelques règles d'or et quelques conseils pour être un bon dormeur. D'abord, apprenez à connaître vos besoins et votre profil chronobiologique. Êtes-vous plutôt du soir ou du matin? Grand dormeur ou petit dormeur? Et tentez de respecter votre rythme. Maintenez des horaires de sommeil les plus réguliers possibles. Et pour le lever et pour le coucher. Aménagez votre réveil pour être plus en forme, une douche, petit déjeuner, lumière naturelle le matin. Bâillement, paupières lourdes, étirements, les yeux qui picotent. L'organisme vous indique qu'il est l'heure de se mettre au repos. Ne résistez pas. Évitez les excitants le soir, café, thé, vitamine C, soda, cigarette. Évitez le repas trop copieux le soir et l'abus d'alcool au dîner. Arrêtez le sport ainsi que toute activité très stimulante 1 heure avant de vous coucher.
Tisane, lait tiède, lecture, technique de relaxation. À chacun ses rituels pour se préparer à dormir. Une pièce bien aérée chaque jour, si possible bien isolée, calme, température autour de 18 à 20 degrés et une bonne literie. Enfin, éviter les stimulants et les stimulations auditives, visuelles, tablettes, smartphones, lumière bleue, avec l'effet néfaste sur la sécrétion de la mélatonine, de préférence 2 heures avant de vous coucher et 4 heures chez les personnes sensibles à l'effet de la lumière bleue et chez les insomniaques. Je rappelle que l'ensemble de ces informations est téléchargeable sur les sites qui s'affichent sur votre écran. Merci pour votre attention.